Bienvenue dans le podcast de la douceur des hérissons. Je suis Sarah, spécialiste de la famille recomposée et de la belle méritée. Je vous accompagne pour transformer les épreuves de la famille recomposée en force, pour vous, votre couple, ainsi que pour les enfants. Je vous apprends à tirer bénéfice de cette place de belle-mère, ou de la famille recomposée en général, et à en faire la plus grande richesse de votre vie. Ma mission, briser des tabous, que la famille recomposée ne soit plus source de souffrance, de division, de complexité. Rentrer ou fuir? Le drame silencieux des belles-mères. Quelle galère de trouver un titre à ce nouvel épisode du podcast de la douceur des hérissons. Aujourd'hui, je vais vous parler des dilemmes internes des belles-mères, des paradoxes parfois violents, des tourments, des tiraillements entre par exemple rentrer chez soi ou fuir, de ce sentiment ou de cette trouille d'être au second plan. Bref, je vais vous parler des drames internes de certaines belles-mères sans tabou. La vie en famille recomposée peut souvent être vécue comme une traversée sur un océan tumultueux d'émotions, de défis et d'adaptations constantes. Au cœur de ce voyage, certaines belles-mères naviguent entre amour et sentiments d'exclusion ou de rejet, entre rentrer chez soi ou fuir, soulignant des paradoxes sensibles et profonds. Aujourd'hui, je vais vous partager un post qui m'a tout particulièrement touchée dans mon groupe Facebook, Belle-mère, de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez intégrer le groupe, les questions d'adhésion sont obligatoires, donc n'oubliez pas d'y répondre. Ce post, il a été écrit par Marie, qui a gentiment accepté que je lise son texte pour enrichir ce podcast, donc je la remercie déjà. C'est son texte qui m'a donné l'envie de travailler sur cet épisode, donc le voilà. Je suis dans cette voiture depuis 10 minutes, devant ma maison que j'aime tant, un rêve d'enfant cette maison. Je suis dans ma voiture et je ne veux pas sortir, je ne veux pas rentrer dans cette maison. Belle-fille nous a rejoints à 100% depuis la rentrée, elle est adorable, aimante, douce et intelligente, on s'aime d'amour. Mais parfois, j'ai envie d'être seule. Je ne veux pas rentrer dans cette maison. Il a préparé des pâtes. Je sais, il m'a envoyé un SMS. Il a préparé des pâtes et un dessin animé. Et ils m'attendent pour commencer. Avec lui aussi, on s'aime d'amour. Mais je ne veux pas rentrer. Pendant des années, j'ai rêvé de dimanche soir comme ça. Je ne les avais pas parce que lui, les dimanches soirs, il était triste. Trop triste. Rapport à sa fille qui repartait. Alors, il allait chez son meilleur pote et moi, j'étais seule. Parce qu'il ne voulait pas rentrer. Maintenant, il est là. Mais pour elle. Et les pâtes, c'est pour elle. Et le film, c'est pour elle. Parce qu'avant mes pâtes, je les mangeais seule le dimanche. Alors je ne veux pas rentrer. Ça me ramène à ma place de seconde. Au fait qu'il ne rentrait pas pour moi. Au fait qu'elle a le droit à ce dimanche soir. Que moi, j'ai jamais eu. Le pire, c'est qu'ils sont si mignons. On s'aime d'amour, tous. Mais je ne veux pas rentrer. Et je culpabilise. J'ai envie d'être ailleurs, de ne plus les aimer et de ne plus pleurer. Merci Marie pour ce texte empreint de sincérité et d'émotion qui, je pense, touchera profondément beaucoup de belles-mères qui vivent ces mêmes situations. Les mots résonnent profondément avec les récits de belles-mères que j'ai eu l'honneur d'accompagner dans leur parcours. Souvent, une image m'apparaît qui est, à mon sens, révélatrice des énergies et des sentiments que je perçois d'elles. Je vais vous en parler de cette image que je vois. Je vois des femmes écartelées, les bras tirés dans directions opposées. J'y vois une image de torture, comme à l'époque de l'écartèlement, vous savez, où il y avait 2 chevaux de chaque côté des bras et les chevaux tirés dans des sens opposés. Un écartèlement où elles perdent le contrôle de leur ancrage, de leur bien-être interne, et voilà, où elles finissent par se sentir tiraillées. C'est une allégorie qui parle, à mon sens, de leur douleur intérieure. Dans cet écartèlement, d'un côté, il y a le bras tendu vers leur nouvelle famille, qui illustre leur désir sincère de construire des liens d'amour, de compréhension et d'acceptation.
Ils symbolisent l'effort qu'elles déploient pour s'intégrer dans cette nouvelle dynamique familiale, leur volonté d'embrasser leur rôle avec amour et investissement, pour ne pas parler de dévouement pour certaines ou encore même de sacrifice. Leur désir d'offrir un foyer stable et chaleureux à tous les membres de la famille recomposée est parfois fort et va en ce sens. Mais de l'autre côté, l'autre bras étiré dans la direction opposée, il peut symboliser leurs besoins impérieux d'affirmation de soi, d'indépendance, de reconnaissance aussi, d'empathie. C'est l'expression de leur désir de ne pas se perdre dans les méandres de cette nouvelle configuration familiale, de maintenir leur identité propre et de ne pas être relégués au rôle secondaire de la belle-mère. Ou en tout cas de ce qu'elle s'imagine être du coup la belle-mère comme étant secondaire, mais j'y reviendrai. Un rôle qui est souvent mal compris et souvent sous-estimé. C'est aussi l'écho de leur besoin de s'épanouir personnellement en dehors des limites de la famille recomposée. Cet écartèlement, loin d'être un simple dilemme entre deux choix, est plutôt une danse délicate sur un fil de funambule. Une danse où les belles-mères s'efforcent de maintenir un équilibre précaire entre les différentes facettes de leur vie et de leur identité. Une danse où chaque pas en avant peut ressembler à un pas en arrière et où le sol semble constamment se dérober sous leurs pieds. L'ampleur de cet écartèlement émotionnel et identitaire ne doit pas être sous-estimée. Il soulève des questions profondes sur la légitimité, la valeur, la sécurité interne, l'appartenance, parfois même l'amour. Il soulève des blessures, un système, une planète intérieure. Face à cet écartèlement, il est à mon sens crucial pour les belles-mères de se ménager des espaces de respiration, de dialogue et de réflexion. Pas au sens faire marcher le mental jusqu'à ce qu'il se perde, mais une réflexion qui permet de cheminer et d'évoluer. Pour ça demande d'apprendre certaines choses comme comment on accompagne une émotion, quels sont les messages qu'il y a derrière, comment s'accompagner soi-même, enfin voilà. Et quand je parle de respiration, je ne parle pas que des temps de pause où on s'extrait de la situation, même voire je parle pas de ça. Je parle réellement de respiration. Voilà. Et même si vous n'avez pas cet apprentissage-là, à mon sens, c'est important de trouver des espaces où vous pouvez déposer le fardeau de vos responsabilités, du poids que vous avez sur les épaules, de vos attentes ou des attentes que vous imaginez des autres, et de retrouver votre centre, votre équilibre, votre paix intérieure, un espace d'écoute de soi à l'intérieur, pour qu'à l'intérieur de vous, ça ne soit pas des tourments, des tiraillements, un écartèlement. Des espaces où vous pouvez avec douceur et bienveillance explorer les différentes dimensions de votre expérience et travailler à la réconciliation de vos différentes aspirations, besoins et désirs. Car au-delà de l'écartèlement, il y a la possibilité de la réunification, de la réconciliation et de la création d'un nouvel équilibre plus riche, plus complexe et plus authentique, qui honore toutes les facettes de votre être et de votre vie. Dans le texte de Marie, je voudrais aussi souligner quelque chose d'important. On peut être pleine d'amour pour sa famille recomposée, pour ses beaux enfants, pour son conjoint, vraiment pleine d'amour pour tout le monde, et en même temps se sentir à l'écart, comme la seconde, et en même temps se demander si on a le courage de rentrer. C'est pas incompatible. La belle-méritée, elle met tout au fluo. Nous avons tous et toutes plus ou moins des blessures, des failles, un rapport au monde, avec des émotions non digérées, des choses qui reviennent, des sentiments qui font mal, des parts en nous, des petites voix qui peuvent nous blesser. Et avoir l'envie de ne pas rentrer n'est pas réservé que à celles qui ne supportent pas les beaux enfants et qui veulent fuir la famille recomposée. La détresse de Marie est palpable, malgré l'amour entourant sa nouvelle famille. Elle s'isole dans sa voiture, devant sa propre maison, et ses pensées s'agitent. Ça la ramène à la place de seconde. Et oui, car, et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast, le cerveau humain est câblé de telle sorte qu'il a tendance à privilégier et à se focaliser davantage sur les informations qui peuvent faire peur, qui peuvent blesser. Alors on peut parler d'informations négatives, mais
J'aime pas trop ces termes de négatif et de positif. On peut parler d'informations désagréables qui vont stimuler peut-être. Voilà. Ce phénomène est connu sous le nom de biais de négativité. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau a évolué pour être particulièrement sensible aux expériences négatives. C'est aux expériences qui vont vous stimuler de manière désagréable. Historiquement, prêter attention aux informations négatives était essentiel pour la survie. Remarquer et réagir au danger pouvait faire la différence entre la vie et la mort à une époque. Ainsi, notre cerveau a développé un système d'alerte efficace qui lui permet de détecter rapidement les menaces et les problèmes potentiels. Et dans le contexte moderne, bien que nous ne soyons plus confrontés aux mêmes dangers qu'autrefois, ce système d'alerte demeure actif et influence notre perception de la réalité. Il peut ainsi amplifier nos peurs, nos insécurités et notre stress, tout comme probablement dans le cas de Marie. Elle ressent intensément ce sentiment d'être reléguée au second plan car son cerveau accentue automatiquement l'importance de ses émotions et pensées pour elle, éclipsant les aspects plus positifs de sa situation tels que l'amour et la connexion avec sa nouvelle famille ou les mettant en opposition, en exergue et lui faisant ressentir du coup une intensité émotionnelle qui s'oppose et qui du coup devient encore plus intense et à la fin même qui se transforme en culpabilité. Le biais de négativité du cerveau, malgré ses implications, n'est pas nécessairement notre ennemi. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire. En réalité, il peut être un formidable outil de prise de conscience et de croissance personnelle. Pour Marie et pour toute personne traversant des situations similaires, s'interroger sur les bénéfices de se voir constamment dans un rôle secondaire, par exemple, peut être un tremplin vers une meilleure compréhension de soi. Moi, j'aime bien me poser la question quand je suis dans un mood où mes pensées me font du mal, mais c'est quoi mon bénéfice à ça? Ou mes bénéfices? Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que ça me permet de vivre? Les bénéfices cachés sont souvent nombreux et quand je pose cette question, la plupart des femmes ne savent pas me répondre. Moi, je vais vous en donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Un des bénéfices possibles, c'est le révélateur d'émotions enfouies. Se voir comme la seconde peut dévoiler des émotions et des blessures enfouies du passé. Cela offre l'opportunité de les affronter et de les guérir. Peut-être que dans cette situation, il y a eu à un moment donné ce sentiment de se sentir la seconde, de passer après, et que ça vient réveiller des choses aujourd'hui et qui s'alimentent encore plus à chaque situation. Et alors là, je parle pas de Marie, je parle de manière générale. Ça peut être des choses d'ailleurs qui datent de l'enfance et qui sont réalimentées au fil du temps. Un autre bénéfice, ça peut être aussi l'éclairage sur les besoins qui sont pas pris en compte dans cette situation. Cette situation, enfin voilà, cette perspective, ce biais de négativité met en lumière aussi les besoins qui sont pas pris en compte et les désirs profonds, ce qui permet de les identifier et de travailler activement sur leur prise en compte. Il peut y avoir aussi la compréhension des limites personnelles. Ça peut aussi aider à comprendre les limites personnelles et à mettre en place des stratégies pour les respecter et les protéger. Voilà, là je vous parle juste de 3 bénéfices possibles. Et bien sûr, il y en a plein, mais parfois on les voit pas. On les voit pas pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir certaines choses en nous. Voir le sens de se percevoir comme la seconde, c'est se donner la chance de déconstruire cette image et d'en explorer les fondements. C'est une invitation à s'interroger. Qu'est-ce que cela révèle sur moi, sur mes peurs, sur mes aspirations, sur mes limites peut-être, sur une histoire que je ne digère pas, une part blessée en moi qui aurait besoin peut-être d'accompagnement ou qui a peut-être besoin de quelque chose en particulier. Je vais sortir un peu du texte de Marie car cette phrase « se sentir la seconde » m'a fait penser à une autre phrase que j'entends énormément en séance ou que je vois sur mon groupe Facebook. « Je me sens à l'écart ». Voilà cette phrase, « je me sens à l'écart ». J'ai une vidéo sur ce thème que j'ai appelée donc se sentir sur un siège éjectable, la dernière roue du carrosse, que je vais mettre en lien de ce podcast. Mais derrière cette phrase, je me sens à l'écart, j'aime questionner à savoir si elles se mettent à l'écart également.
Je pense par exemple aux belles-mères qui voient leur conjoint avec l'enfant ou le conjoint avec l'enfant et l'ex et qui se sentent spectatrices de la scène, à l'écart, exclues de ce qu'elles voient, comme si elles étaient vraiment en dehors d'un écran et qu'elles observaient le groupe, le duo ou le trio, ou plus s'il y a plus de beaux enfants, comme étant une famille et se mettant à l'écart. Et si c'est votre cas, j'aimerais juste vous demander de regarder si vous ne vous mettez pas à l'écart, je vais y arriver, si vous ne mettez pas à l'écart à ce moment-là, peut-être pas dans les mots, peut-être pas dans les actes, mais énergétiquement déjà, parce que ce qui se passe dans votre énergie à l'intérieur de vous, ça se sent à l'extérieur. Est-ce que ce sentiment d'être à l'écart n'est pas aussi de vous à vous ? Ça peut être plus complexe à comprendre, mais bon, je le dis quand même, si ça vous parle, j'espère que ça pourra contribuer, sinon, c'est pas grave. Et surtout, est-ce que vous savez ce qui vous permettrait de vous sentir inclus et d'appartenir ? Voilà. Petite parenthèse fermée, revenons au mot de Marie. On y voit différents paradoxes émotionnels. Les belles-mères en famille recomposée peuvent vivre une intensité de paradoxes émotionnels. Elles peuvent ressentir à la fois de l'amour, puis du ressentiment, de la joie, puis de la tristesse, de l'inclusion, puis de l'exclusion. Ces émotions contradictoires, ces ressentis parfois contradictoires, peuvent susciter confusion, parfois culpabilité, exacerbant le sentiment d'isolement. Cette situation peut également raviver des blessures enfouies et des peurs latentes, créant un écosystème intérieur tumultueux, on va dire ça comme ça. Les peurs de rejet, d'abandon ou de non-reconnaissance peuvent ressurgir, rendant la dynamique familiale encore plus complexe. D'autant plus que là, on parle de la belle-mère, mais bien entendu que pour toutes les personnes de la famille recomposée, il y a aussi tout ça qui se joue. Alors on fait quoi avec tout ça ? Si vous souffrez aujourd'hui de tempêtes au courant qui s'opposent en vous, que faire ? Je dirais avant tout que l'introspection est un remède salvateur. Carl Gustav Jung, que je cite assez souvent, met en lumière l'importance de se tourner vers son intérieur pour s'éveiller et s'apaiser. L'introspection, selon Jung, il y a plusieurs points. Il y a la notion de confrontation avec l'ombre. Pour Jung, l'introspection implique une confrontation avec ce qu'il appelle l'ombre, on le met entre guillemets. C'est la partie cachée de la personnalité, souvent constituée d'aspects que l'individu préférait ignorer. Ces éléments cachés peuvent inclure des peurs, des désirs et des impulsions inconscientes qui influent sur le comportement, les émotions et les relations de l'individu. Un deuxième point, l'intégration de l'inconscient. Donc l'introspection dans la perspective jungienne vise également à intégrer des éléments inconscients dans le conscient. Ça permet une meilleure compréhension de soi et une plus grande harmonie intérieure. Les individus deviennent ainsi plus conscients de leurs motivations profondes et sont en mesure de gérer plus efficacement leurs réactions émotionnelles. Et pourquoi j'en parle ? Parce que beaucoup de belles-mères que j'accompagne se cachent à elles-mêmes des parts que Gustav Jung appellerait des parts d'ombre, et ça les empêche concrètement de vivre de la sécurité intérieure, de vivre de la sérénité et de comprendre ce qui se joue aussi dans les relations. Voilà. Troisième point de l'introspection selon Jung, c'est la recherche de l'individuation. L'objectif ultime de ce processus, c'est vraiment l'individuation, c'est-à-dire l'épanouissement total de l'individu en reconnaissant et en intégrant toutes les facettes de sa personnalité. Voilà, donc c'est un petit résumé. Et dans mes accompagnements, je n'accompagne pas à aller creuser le passé, se mettre en difficulté en revivant des choses douloureuses. C'est vraiment pas l'idée. Et je pense pas que c'est ce que dit Jung non plus. Je n'invite pas à la lutte contre soi aussi, j'invite à apprendre à se connaître aujourd'hui, en douceur, sans jugement, pour comprendre, pas au sens intellectuel du terme, parce que juste comprendre, ça aide pas à faire évoluer la situation, mais plus au sens se connecter à ce qui se passe en soi, mais de manière vraiment, ce qui se passe vraiment en soi, c'est pas la métaphore que je pourrais faire, c'est pas juste je prends le jus puis je regarde, c'est juste ma main qui est posée. Non, on comprend vraiment ce qui se joue et on se connecte à ça. Pour ainsi pouvoir s'accompagner soi-même et transformer les moments douloureux en moments d'apprentissage et de renforcement.
Agir en conscience, c'est un chemin pour répondre aux besoins aussi. La prise de conscience des besoins d'un être humain est cruciale et j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Souvent, les personnes ne savent pas ce qu'est un besoin. On confond les besoins et les stratégies. On dit j'ai besoin j'ai besoin qu'elle fasse quelque chose, j'ai besoin que ça se passe comme ça et ça, ce ne sont pas des besoins. Un travail profond de réflexion et de communication aussi peut aider à construire des ponts au sein de la famille, mais avant tout des ponts de soi à soi. S'écouter, accueillir sans juger ce qui se passe en soi, les paradoxes, les émotions fortes, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et autre chose, goûter ces émotions désagréables, ne pas lutter contre, se sentir en vie avec ces émotions-là. Parce que souvent, les émotions désagréables, on a tendance à vouloir les étouffer, on n'aime pas les vivre, on n'est pas contente d'être dans sa voiture et de souffrir et de pleurer. Et moi, je veux vous apprendre à accueillir ces émotions-là au même titre que vous accueillerez la joie et de les goûter dans la même intention. Ce qui ne veut pas dire que c'est agréable à vivre. Ce qui veut dire que l'intention d'accueil, par contre, est la même que quand c'est la joie. C'est vraiment le waouh, merci, je suis en vie, il se passe un truc en moi, il y a un message à accueillir. Waouh, c'est puissant, waouh, ça se situe où? Enfin, voilà. Et ne pas être là, ah, je veux pas vivre ça, je veux plus souffrir, je veux pas tout ça. Et puis ensuite, voir de quoi ça parle chez nous, quels sont les besoins, s'il y a besoin de sécurité, d'appartenance, d'amour, se sentir à sa place, enfin, peu importe. Puis ensuite, mettre du coup son cerveau en action et se demander ce qui permet de prendre soin de ses besoins. Et surtout, parce que si vous savez pas vraiment ce qu'est un besoin, ça peut être compliqué, mais surtout de s'accueillir et de s'aimer. Enfin, pour moi, c'est la base. Et puis, si deux courants s'opposent en vous, si vous vous dites, mais est-ce que je rentre chez moi? Est-ce que je pars en courant? La famille recomposée, je m'y implique ou je me barre? C'est qu'à l'intérieur de vous, deux parts de vous ont besoin d'accompagnement et d'écoute. Sinon, ces deux aspects de vous, ils tirent comme les chevaux qui écartelaient au Moyen-Âge les personnes, et vous allez vous sentir déchiré. Il est possible de trouver un espace d'écoute et un chemin commun, et ça demande de calmer et de sécuriser le système. Le système, c'est-à-dire les chevaux qui tirent des deux côtés. Voilà. Pour terminer ce podcast, je vous invite, pour celles qui ne l'ont pas fait, à trouver aussi des copines d'empathie. C'est quoi des copines d'empathie? C'est des femmes, des belles-mères qui vont comprendre ce que vous vivez. C'est aussi l'un des objectifs de l'école des sorcières, mon programme d'accompagnement sur 4 mois, c'est avoir des copines d'empathie, mais qui, ça va au-delà, c'est-à-dire qu'ils vont aussi avoir des outils et des moyens pour transformer les épreuves en richesse, qui vont avoir un bagage, des choses qu'elles ont appris. Mais pour toutes les autres qui vont pas participer à l'école des sorcières, je veux vraiment vous inviter à aller du coup dans le groupe Belle-mère de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée et de trouver des copines d'empathie belle-mère. Pour ça, vous avez deux solutions. Donc j'ai épinglé les posts, c'est dans les posts épinglés, vous les trouverez. Soit vous avez la solution de chercher des copines d'empathie proches de chez vous, donc selon votre département. Donc il y a un post avec autant de commentaires que de numéros de département. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, par exemple le département 26 c'est la Drôme. Et vous allez vous inscrire, mettre votre nom, dire que vous habitez là, dans le numéro de votre département. Donc il y a aussi les pays, la Suisse, le Canada, la Belgique, et vous pouvez trouver du coup d'autres personnes qui sont proches de chez vous. Une autre solution, c'est un autre poste où vous pouvez chercher des copines d'empathie avec par thématique, selon les problématiques que vous rencontrez. Donc ça c'est pareil, c'est dans un poste épinglé. Voilà. Et puis si vraiment c'est souffrant, je le dis et le redis, la belle méritée, en fait, elle met au fluo des choses, mais ça permet aussi de les guérir. C'est ce que je fais avec l'école des sorcières. Mais voilà, vos épreuves, vos émotions intenses et souffrantes sont des apprentissages et des messages que vous pouvez entendre et que vous pouvez vous transformer. Et c'est pour ça que je dis aussi que cette place de belle-mère peut être un véritable cadeau pour soi. Et que pour soi, avant tout. Voilà, donc j'envoie donc toutes mes pensées à vous toutes les belles-mères, à celles qui restent dans la voiture, qui restent au boulot pour pas rentrer, qui font des tours de voiture dans le quartier en pleurant, en hésitant de franchir le pas de leur maison, qui hésitent entre rentrer et fuir, qui pleurent, qui s'en veulent, qui comprennent pas, celles qui ont honte aussi, celles qui culpabilisent, celles qui ne veulent pas souffrir. Vous méritez la douceur, l'amour, l'accueil, l'empathie et surtout, pour terminer ce podcast, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, à rejoindre le groupe
et je vous dis à bientôt. La douceur de l'hérite.